BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau club BFM Crypto sur BFM tous les jours à 15h. On va répondre à vos questions pour cette émission avec Morgane Henlondu, fondatrice de Crypto 360. Bonjour Morgane. Bonjour Sandra. Et avec Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. Bonjour Enzo. Bonjour à tous. La boîte aux lettres de l'émission Crypto explose littéralement et elle vous est ouverte pour absolument toutes les questions que vous vous posez sur ce secteur. crypto@bfmbusiness.fr, vous nous écrivez, on vous répond effectivement régulièrement dans cette émission, le club BFM Crypto. C'est parti. Et je vais commencer par cette question de Gaëtan qui trouve que nos émissions sont assez techniques, trop techniques pour lui et pas assez corrélées à l'actualité. Il nous demande donc quel devenir pour la crypto en ce moment, eu égard à la guerre. Morgane. Oui, alors quand on regarde depuis le début de la guerre a commencé le 28 février 2026, c'est le 40e jour que nous sommes dans un conflit. En réalité, Bitcoin, il s'est changé aux alentours des 63 500 $. Actuellement, il est aux alentours des 71 000 $. Et Bitcoin, sur ces 40 jours, il n'a pas été cherché de plus bas. Est-ce que Bitcoin est le seul ? Non. Ethereum, c'est pareil. Il a même surperformé un petit peu Bitcoin puisqu'il s'échangeait aux alentours des 1 900 $. Et actuellement, on a un Ethereum qui s'échange aux alentours des 2 100 $. Donc, ce que l'on voit, c'est une résilience de Bitcoin, une résilience de ce secteur. Et en fait, ils ont fait mieux que l'or, ils ont fait mieux que l'argent. Ils ont fait mieux que certains indices boursiers. Et ça, c'est intéressant de le noter. Alors, récemment, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des actualités très importantes. Premièrement, il y a eu la réouverture du détroit d'Ormuz. Et ça, c'était quand même une décision qui était importante. Il y a eu un cessez-le-feu de 2 semaines entre l'Iran et les États-Unis. Et ça a eu un impact sur Bitcoin qui a surpassé les 7%, Ethereum également. Donc, non seulement la guerre ne nous impacte pas, depuis 40 jours, mais en plus, quand il y a des bonnes nouvelles, eh bien, on le ressent directement sur le prix. Là où c'est encore plus intéressant pour répondre à notre auditeur Gaëtan, c'est que apparemment le Bitcoin pourrait avoir un rôle encore plus important dans cette guerre, puisque l'Iran a demandé qu'il y ait un payage pour tous les pétroliers qui vont transiter par ce fameux détroit d'Ormuz. Et c'est un endroit qui est extrêmement stratégique. Plus de 20% du pétrole s'échange justement à ce lieu-là. Et ils ont demandé, alors ce sera $1 par baril, et ils ont demandé à ce que ce soit payé en Bitcoin. Alors, selon le Financial Times, il y a d'autres sources qui parlent d'autres cryptos, mais c'est super intéressant de voir que pour une fois, on a un pays qui est sous sanction, qui décide de demander d'être payé au niveau du payage. Ici, on ne parle pas du pétrole. Attention, le pétrodollar, normalement, le pétrole est payé en dollars. Ici, c'est vraiment le passage. Eh bien, ce serait payable en Bitcoin. Alors, ils veulent que ce soit instantané, de manière peer-to-peer. Ce qui est intéressant, c'est que les 2 arguments qui ont été avancés dans le Financial Times, c'est que ce soit non traçable. Ils auraient choisi Bitcoin parce que ce n'est pas traçable. On sait, quand on s'intéresse à Bitcoin, que c'est faux. Par contre, pour contourner les sanctions, ça c'est très intéressant puisque c'est une des propriétés de Bitcoin. Et donc, pour conclure, ce qui est fascinant, c'est de voir que ces 2 superpuissances qui sont opposées, eh bien, elles ont compris l'intérêt de Bitcoin stratégiquement en 2026. Les États-Unis, avec leur réserve fédérale, ils sont partis du Bitcoin saisi et ils ont probablement en 2026, Cathy Wood notamment pense que ça pourrait arriver en 2026, faire cette fois-ci des achats proactifs pour avoir une réserve encore plus importante. Et l'Iran, ici, pour une raison totalement différente, c'est pour contourner les sanctions qui frappent l'Iran. Ça arrive très souvent, effectivement. Alors, pour rassurer Gaëtan, on a déjà parlé de ce conflit au niveau, avec le prisme des cryptos, en disant qu'en Iran, et la population s'était évidemment remise sur le Bitcoin et l'utilisait, et les gardiens de la révolution également, qui l'utilisent eux aussi. Donc il y a une cohérence, il y aurait une cohérence à ça. On verra ensuite si l'histoire donne raison à cette nouvelle mesure. Et il y a Michel qui vous demande, Enzo, en raison de la guerre au Moyen-Orient qui provoque une hausse des coûts énergétiques, n'y a-t-il pas un risque qu'un certain nombre de mineurs arrêtent leur activité, celle-ci devenant moins rentable et de ce fait mettre Bitcoin en difficulté ? Alors, effectivement, c'est ce qui pourrait se passer, mais ce n'est pas un risque. Là où en fait Bitcoin a été créé, on va dire justement pour durer, c'est que ce qu'on appelle le hash rate, la difficulté de minage, s'adapte en fonction du nombre de développeurs, de mineurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Si l'électricité, effectivement, le coût de l'énergie augmente, les mineurs les moins rentables sortent, ce qui fait que la difficulté de minage baisse et les besoins en ressources diminuent également, ce qui fait que la rentabilité se redistribue aux mineurs restants, ce qui fait que c'est un cercle plutôt vertueux qui fait que on a quand même une certaine résilience de Bitcoin face au prix de l'énergie.
En revanche, la grande question, je pense plutôt qu'il faut se poser, c'est dans le cas où on a une concentration des acteurs de mineurs de Bitcoin, dans un futur proche, est-ce que une société pourrait avoir plus de 51% de la puissance de calcul du réseau et donc là créer des attaques dites de 51% et donc falsifier des transactions, récupérer de l'argent, pirater des portefeuilles, etc. Donc ça, c'est plutôt un risque vers lequel je pense que une centralisation des secteurs pourrait mener. En revanche, aussi, le deuxième risque, pour le coup, et qui est un petit peu moins corrélé à tout ça, c'est qu'à court terme, on voit que l'IA génère quand même pas mal de profits. Sur la dernière année plus que Bitcoin, ça c'est sûr, et que certains mineurs pourraient souhaiter allouer leurs ressources de puissance de calcul dans ce nouveau modèle donc, de data center, d'IA, etc., plutôt qu'allouer leurs ressources dans Bitcoin. Ça, c'est également, par exemple, je dirais, c'est les deux pendants à tout ça. Je vous confirme que certains mineurs ont dit sur ce plateau, effectivement, qui a été effectivement très intéressante et qui commençait à regarder ça de très près et à l'utiliser. Olivier vous demande, Morgane, il existe pas mal de copies du Bitcoin, comme par exemple Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV. Pourquoi ces alternatives ne bénéficient-elles pas du même engouement que Bitcoin ? Les fondamentaux restent les mêmes pourtant, nous demande-t-il. Alors, il existe des copies de Bitcoin et il existe des hard forks de Bitcoin. Un hard fork, qu'est-ce que c'est ? C'est une blockchain principale qui est scindée en deux, tout simplement parce que la communauté n'est pas d'accord. Il y a un ensemble de règles sur Bitcoin. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez créer votre propre blockchain et avoir votre propre jeton. La différence entre Bitcoin et les copies de Bitcoin ou Bitcoin et les hard forks de Bitcoin, eh bien, c'est par exemple le créateur de Litecoin, qui est une des copies les plus connues de Bitcoin. Il a décidé de copier le code de Bitcoin pour créer le Litecoin. Mais il a des configurations et des normes qui leur sont propres. Par exemple, au niveau de l'offre limitée du Litecoin, vous aurez 84 millions de Litecoin, alors que chez nous, on aura 21 millions de Bitcoin. Pareil pour les hard forks, comme par exemple le Bitcoin Cash, qui a été créé le 1er août 2017. C'était parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur la taille des blocs. Donc, il y a vraiment des différences entre ces projets. Et une des différences fondamentales, c'est qu'il n'y a pas de visage qui est rattaché à Bitcoin. Satoshi Nakamoto restera anonyme, je pense, ad vitam aeternam. Donc c'est vrai que c'est peut-être aussi la raison qui fait qu'ils n'ont pas le même engouement. Bitcoin a aussi quelque chose qui est capital, c'est la confiance de la communauté. Et c'est une confiance qu'on ne peut pas trafiquer, qu'on ne peut pas simuler. C'est avec le temps que Bitcoin en fait a acquis cette confiance d'une grande partie de la communauté. Et c'est la raison pour laquelle Bitcoin est toujours autant adopté et est toujours autant aimé et inégalé. Donc réellement, Olivier, les fondamentaux ne sont clairement pas les mêmes. Ça répond à votre question. Louis nous demande pour vous, Enzo, je souhaite accepter le paiement par crypto pour mes clients. Avez-vous des recommandations ? Alors oui, bien sûr. La première, ça va être de déjà bien calculer l'ensemble des risques. Alors, je suis toujours très centré sur le risque, mais on va pas avoir d'automatisation, bancaire, transactionnelle dans une structure qui embarque des paiements en crypto, tout simplement parce qu'aujourd'hui, les comptables ne sont pas branchés à tous ces logiciels-là. Donc, on s'expose à des erreurs de comptabilité, de déclaration de TVA, etc. On a également la volatilité des actifs numériques qui entre en jeu lorsqu'on commence à accepter des paiements en crypto et la réglementation en même temps qui évolue. Donc, aujourd'hui, c'est possible. Nous, on le fait chez Crypto Patrimoine depuis pratiquement le début, depuis 5 ans. On a un logiciel qui s'appelle BitPay sur lequel des clients peuvent nous payer en actifs numériques et ça sera converti directement en euros ou en dollars, puisqu'on ne veut pas prendre le risque au niveau comptable de valorisation de prendre trop de temps. Alors, ça pourrait être des opportunités dans certains cas, ça pourrait nous coûter plus de sous dans d'autres. Donc, on le fait directement et donc, ça nous permet d'avoir une comptabilité beaucoup plus simple. Donc, si j'avais des recommandations à faire, ce serait d'abord de commencer par ce qu'on appelle des convertisseurs de paiement, c'est-à-dire mon client paye, c'est converti directement en euros sur mon compte bancaire. Ça facilite le client, ça l'arrange, etc. Et puis ensuite, de continuer de faire évoluer ce modèle. Par exemple, ça va être de rajouter une phase sur laquelle on va pouvoir essayer d'accepter beaucoup plus de clients, voir si tout se passe toujours bien. Et puis, pour finir, d'optimiser, c'est-à-dire est-ce que je veux garder de la trésorerie en crypto, etc., etc. Donc, le mieux, c'est quand même d'y aller progressivement. D'abord, je teste avec des convertisseurs et ensuite, j'emmène vers la trésorerie d'entreprise, etc., etc. Le taux actuel, le cours actuel du Bitcoin, par exemple, en termes de trésorerie d'entreprise, il est plutôt intéressant pour le moment. Tout dépend de la durée d'investissement qu'on a, encore une fois, et de ce qu'on peut se permettre de perdre. Moi, je trouve ça phénoménal et extrêmement intéressant en termes d'anti-inflation d'avoir une société un petit peu de Bitcoin. En revanche, il faut absolument que la trésorerie d'entreprise qui est placée dans les actifs numériques soit une trésorerie qu'on est prêt à perdre. Oui. Aujourd'hui, je pense que les boîtes en France n'ont pas envie de perdre d'argent. On n'est pas dans une situation où on peut se le permettre. Donc, ça reste quand même des opportunités jusqu'à peut-être 5-10% maximum, je pense, de la trésorerie d'entreprise sur Bitcoin.
Le reste, ça reste encore compliqué. Je pense que ça peut être adéquat pour certaines boîtes, très clairement. C'est à peu près les mêmes taux, la même part en fait pour les particuliers. Hein. C'est à peu près 10%, c'est ce qu'on dit, un maximum effectivement du patrimoine alloué à ça. Fabrice vous demande, Morgane, selon vous, quelle crypto-monnaie a aujourd'hui le plus de potentiel pour devenir le prochain Bitcoin en termes d'adoption mondiale et de capitalisation? Oui, alors pour moi, il n'y a pas une crypto actuellement qui peut aller chercher la même capitalisation que Bitcoin. Maintenant, il y a, au-delà de mon avis, les théories que je pourrais donner à notre auditeur pour qu'il puisse creuser par lui-même. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais c'est deux théories, deux potentiels crypto qui pourraient peut-être surpasser Bitcoin à un moment. Alors, la première, ce serait Ethereum. Forcément, c'est la deuxième crypto mondiale. Et il y a récemment Geoffrey Kendricks, qui travaille chez Standard Chartered, qui a annoncé que pour lui, Bitcoin pourrait aller chercher les $40,000 en 2030 et qu'il pourrait surpasser Bitcoin. Pourquoi? Il se base sur 3 piliers, la tokenisation, les stablecoins et la DeFi, donc le monde de la finance décentralisée, qui dépendent effectivement tous les 3 d'Ethereum. C'est vrai que c'est une théorie qui est très débattue dans la communauté. Est-ce qu'un jour Ethereum va dépasser Bitcoin ou non? Et la deuxième théorie, ce serait avec l'explosion des stablecoins. En effet, il pourrait y avoir un changement de paradigme monétaire au détriment du Bitcoin, peut-être un renversement de tendance. Et le plus gros stablecoin aujourd'hui, c'est l'USDT de Tether. Et certains pensent que effectivement, Tether, s'il continue comme l'amplitude qu'il prend, effectivement, il pourrait peut-être dépasser la capitalisation d'Ethereum en 2026 et in fine, peut-être même celle de Bitcoin. Bon, voilà pour cette théorie. Et effectivement, c'est à vous de regarder si vous faites confiance et vous avez confiance en ces projets. JP vous demande, Enzo, j'ai vu que vous aviez répondu à ma question sur ma plateforme il y a quelques mois, je vous en remercie, mais elle est passée depuis sur la liste noire de l'AMF, depuis fin février. Doit-on immédiatement sortir la totalité de ces fonds ou faut-il attendre une régulation auprès de l'AMF? On va réexpliquer effectivement la démarche à suivre dans les mois qui viennent. Effectivement, alors c'est la société Neverless dont on parlait la dernière fois, donc cette société qui n'est pas enregistrée en France et qui a d'ailleurs sur son site internet en première page un petit mot destiné aux résidents français, nous mettant en garde sur le fait d'ouvrir un compte ici. Alors, il n'y a pas péril en la demeure, mais ça serait bien quand même de le faire dans un futur proche, c'est-à-dire que l'idéal, si Neverless n'obtient jamais son agrément MiCA, il lui reste moins de 3 mois pour le faire. Et d'ailleurs, vu le nombre d'offres qu'on a en France, et je pense aussi plus qualitatives que celle-ci en Europe d'une manière générale, je pense qu'aujourd'hui, fermer son compte chez Neverless pour le rouvrir dans une autre structure, c'est tout à fait opportun. Surtout que aujourd'hui, on a maintenant 6 sociétés en France qui sont MiCA, on en a à peu près une 50aine en Europe. Donc, il y a forcément une offre qui devrait convenir à JP. Donc voilà, il ne faut pas attendre la réglementation et le faire directement, je pense. Donc, le fait de fermer son compte, effectivement, est-ce qu'il y a des risques en termes de fiscalité ou pas du tout? Alors, il faut conserver les ledgers, bien entendu, surtout si aucune déclaration n'a été faite. La problématique va être si, pour fermer le compte, on doit faire une transaction en euros. Généralement, on doit pouvoir ouvrir un compte sur une autre plateforme et pouvoir envoyer transférer effectivement de Bitcoin, si c'est des Bitcoins en l'occurrence, vers ce nouveau portefeuille Bitcoin. Si vous passez par l'euro, ça va être la case fiscalité en France avec la flat tax, etc. Et donc, vous aurez une étape intermédiaire à devoir caler également. La même chose si vous avez fait du stacking sur cette plateforme, il est absolument important de conserver l'ensemble des relevés et ledgers. Oui, effectivement, à moins de mettre sur Ledger. Et si vous faites un transfert, je vous conseillerais, vu ce que j'ai entendu autour de moi, de le faire maintenant, parce qu'il y a des transferts qui prennent parfois plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Effectivement, point très important. Les sociétés qui vont fermer dans les mois qui viennent parce qu'elles n'obtiennent pas leur agrément, sur celles qui sont dépositaires des encours de leurs clients, elles pourraient se retrouver dans une situation financière compliquée. Et que les dépôts des clients puissent être bloqués, puissent être utilisés si les sociétés ne sont pas sérieuses, etc. Donc c'est vrai que le plus simple, c'est de fermer son compte bancaire et puis de passer chez quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Christy nous demande, puis-je transférer mes bitcoins d'une plateforme CEX, Centralized Exchange, vers une plateforme DEX, Decentralized Exchange, afin d'être propriétaire de mes bitcoins ou de mes Ethers? Pouvez-vous nous donner des exemples de clés DEX ou de plateformes DEX? Et une fois sur le DEX, comment acheter des bitcoins? Elle dit qu'elle est chez CoinHouse depuis moins d'1 an.
Oui, alors il y avait 5 questions dans la question initiale du C'est vrai. Je vais les faire une à une, comme ça je vais répondre de manière exhaustive. La première, est-ce qu'il est possible de transférer des bitcoins d'un centralized exchange vers un DEX? Il est toujours possible de sortir des cryptos d'un centralized exchange, évidemment. Par contre, si on veut utiliser du bitcoin dans le monde décentralisé, puisque les DEX, eh bien, c'est sur la blockchain, eh bien, ça ne va probablement pas être du bitcoin natif. On va devoir convertir son bitcoin en wrap bitcoin pour pouvoir aller dans l'écosystème d'Ethereum ou Solana, par exemple. Sauf sur un DEX que j'ai trouvé qui est sur Bitcoin qui s'appelle BISC. Donc là, a priori, c'est possible. Elle nous a posé la même question pour Ethereum. Je l'avais noté. Pour Ethereum, c'est encore plus simple, puisqu'en fait, Ethereum, sur son propre écosystème, il a plusieurs DEX. Donc forcément, on peut sortir son Ethereum d'un centralized exchange et l'envoyer sur un DEX, notamment de l'écosystème d'Ethereum. Ensuite, elle nous a demandé plusieurs DEX. Je vais en donner de 3 écosystèmes différents. Voilà, comme ça, je ne fais pas de favoritisme. Le premier, c'est BISC sur Bitcoin, par exemple, Uniswap sur Ethereum et Jupiter, par exemple, sur Solana. Autre question pertinente qu'elle nous a posée, c'est est-ce que MetaMask, c'est un DEX? Alors non, MetaMask, ce n'est pas un DEX. Un DEX, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'achat qui est issue directement de la blockchain. En fait, c'est la version décentralisée d'un Binance, d'un Kraken ou d'un Coinbase. MetaMask va par contre permettre de se connecter sur certains DEX parce qu'en fait, c'est un portefeuille et c'est un portefeuille de type chaud. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est gratuit, on peut le télécharger en quelques minutes, on devient 100% propriétaire de nos actifs, mais il est connecté sans arrêt à Internet. Donc, c'est un niveau de sécurité qui n'est pas optimal. Néanmoins, c'est un premier niveau de sécurité. Et la dernière question, c'était comment acheter sur un DEX? Eh bien là, alors de manière générale, BISC qui fonctionne d'une manière un petit peu différente. Donc je le mets sur le côté. Mais la plupart des DEX, vous allez connecter un portefeuille à un decentralized exchange. Vous allez prévoir de payer les frais et les frais, ils se payent dans la monnaie native de la blockchain que vous allez utiliser. Et puis ensuite, vous pouvez facilement faire vos achats, vos reventes, voire même des ordres maintenant limite sur un DEX en direct de la blockchain. Voilà, Christy, si vous voulez quelques infos supplémentaires, vous continuez à nous écrire sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Morgane est au taquet pour vous répondre sur ces exchanges-là, effectivement. Matt nous demande alors plusieurs choses. On va commencer par la première question, Enzo. Est-ce qu'il y a une obligation déclarative pour un compte Bitstack et un compte Trust Wallet? Je ne les ai jamais mentionnés depuis 4 ans et je fais des versements dessus. Alors, là où, Matt a un petit peu de chance, c'est que déjà, Trust Wallet, c'est un hot wallet, on en parlait juste avant, Morgane. Donc, en fait, on n'a pas à déclarer aujourd'hui la possession de ce genre de wallet. Donc, ouf, pour Matt, ça va. En ce qui concerne Bitstack, il est sauvé depuis récemment, puisque aujourd'hui, Bitstack vient d'obtenir son agrément MiCA, il y a quelques semaines, il me semble. Et donc, il va y avoir un échange d'informations fiscales directement entre l'administration fiscale et toutes les sociétés MiCA françaises. MiCA française, voire peut-être européenne bientôt. On pense à DAC8, etc. Toutes ces... DAC8, c'est l'investisseur lui-même qui doit faire cette déclaration sur tout ce qui n'est pas plateforme française. Hein. Donc, ça fait qu'il faut encore une fois garder l'ensemble de ces ledgers. Et donc, pour les déclarations, en tout cas, pour Matt, rien à faire de particulier aujourd'hui là-dessus. Bon. Il y a une deuxième partie dans sa question. Oui, effectivement. Bon, d'accord, je vous la pose tout de suite. Lorsque l'on possède des sommes conséquentes sur Bitstack, quelles sont vos suggestions pour faire évoluer ce placement vers plus de rentabilité que seulement celle de l'appréciation du Bitcoin? En toute sécurité et en restant propriétaire de ces Bitcoins, je ne veux pas les envoyer sur Binance non plus et j'ai du mal à faire confiance à ces acteurs. Et il fait bien d'avoir du mal à faire confiance à ces acteurs. C'est mon positionnement. Alors, je suis très défensif dans ce milieu, très agressif, mais pour moi, Bitcoin, ça ne sert pas à faire du rendement. Bitcoin, c'est de la croissance long terme, anti-inflationniste. On n'achète pas Bitcoin pour générer 2-3% par an. Pardonnez-moi l'expression, mais on s'en fiche complètement. Oui, c'est pas le but. Il y a vraiment un angle, un prisme à prendre qui est quand on investit le bénéfice-risque. Aujourd'hui, quand j'investis dans Bitcoin, sur 10 ans, en annualisé, Bitcoin, c'est à peu près 100% par an tous les ans. Quand je vais utiliser des rendements pour pouvoir essayer de générer 2, 3, 4% sur mes Bitcoins, je vais d'abord utiliser des stablecoins, qui ne sont pas toujours de très bonne qualité, on les voit, certains explosent de temps en temps, et je vais devoir utiliser des protocoles informatiques développés et non audités par des organismes professionnels, et donc qui régulièrement pètent également. Donc je vais prendre mes bitcoins, je vais les mettre sur un stablecoin qui va péter, sur un protocole qui va péter, et je vais toucher 4%, sur lesquels, après impôt, je vais être à 2,7. Le bénéfice-risque est nul. En fait, il n'y a pas d'autre mot. Et donc, moi, je conseille à toutes les personnes qui souhaitent générer du rendement sur Bitcoin de ne pas le faire. Le rendement, il est intrinsèque par la capitalisation de l'actif.
Quand j'achète Bitcoin, l'idéal pour moi, c'est de l'avoir sur un portefeuille comme l'a fait Matt, et en fait, on l'oublie. On attend, voire 5-10 ans. On l'a toujours dit, c'est du très long terme. Ça. Ouais. Donc, le positionnement de se dire j'essaie de générer du rendement à tout prix parce que c'est les cryptos, pourquoi pas, mais sur le reste, sur tout ce qui va être stackable, sur tout ce qui va être smart contract, pourquoi pas, mais sur tout ce qui est transactionnel, donc là, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin, Dogecoin, tout ça, on en parlait. Tout ce qui est en proof of work, il faut éviter parce que aller générer du rendement, c'est forcément prendre du risque et ce risque ne bat pas la performance de l'actif. Laissez-les tranquilles, faites du DCA et voilà, vous allez voir ce qui se passe Après, dans 5 à 10 ans. c'est mon point de vue. Oui, effectivement, mais il faut quand même aussi savoir pourquoi tel ou tel produit a été créé, effectivement. Constantin vous demande, Morgane, c'est une question que j'ai eue de Lily aussi tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se former gratuitement ? Est-ce que c'est possible ? Oh oui, c'est totalement faisable. Et je pense que moi, mais beaucoup de gens de ce secteur, en fait, finalement, on est des autodidactes. On a appris par nous-mêmes ce secteur. Donc oui, c'est totalement faisable. Alors on est peut-être un petit peu plus passionné que la moyenne. En tout cas, j'espère que ça sent que je suis passionnée quand je parle de secteur. Mais effectivement, c'est possible. Vous avez aujourd'hui énormément de contenu qui est disponible gratuitement sur Internet. Il y a des vidéos YouTube, il y a des articles dans des médias 100% crypto qui sont consultables gratuitement en ligne. Il y a des replays de conférences. J'avais donné une petite liste de livres aussi en début d'année. Donc là, c'est un petit investissement, mais qui vous permet d'avoir une connaissance qui est super intéressante. Donc oui, c'est possible. La seule chose, c'est que si vous le faites par vous-même, ça va vous demander un petit peu de temps. Donc il faut allouer un petit peu de temps et il ne faut pas se décourager. En fait, cet écosystème, moi je le dis souvent, il faut y aller couche par couche. En fait, il y a des layers. Donc vous comprenez un élément qui va vous amener à un deuxième élément, qui va vous amener à un troisième, et petit à petit, vous allez faire des liens. Donc ne pensez pas qu'en une après-midi ou en une heure, vous pouvez saisir notre écosystème, mais c'est totalement réalisable. Et je pense que beaucoup plus de gens sont capables de comprendre notre secteur qu'ils ne le pensent. Oui, c'est un vocabulaire, c'est un jargon, il y a plein de choses à acquérir, mais il faut résister, effectivement. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit Morgane, l'idéal, c'est de prendre 10 €, les mettre en stablecoin et de tester avec 10 €. En fait, on n'apprend jamais mieux que par soi-même et la pratique vraiment fait que quand on fait une erreur, on va s'en souvenir, etc., etc. Donc, pour avoir un organisme de formation depuis 5 ans dans ce domaine, je pense que je peux vous affirmer que le mieux, c'est de pratiquer avec des petits montants. Essayez, pratiquer. Ouais. J'ai tout à l'heure quelqu'un qui m'a dit, mais enfin, si un bitcoin, c'est 70 000 $, je ne peux pas acheter un bitcoin. Donc, il fallait expliquer qu'effectivement, il y avait des petites parties, qu'on pouvait le faire avec des petites sommes, tout ça. Eh bien, vous l'apprenez aussi dans cette émission qu'il faut écouter quotidiennement à 15h sur BFM Business. Une question encore, on a un petit peu de temps. Armel vous demande, Enzo, j'ai vu la nouvelle offre de compte courant rémunéré à 4% que propose Desblocs. Effectivement, on a vu ça ces derniers temps à Paris. Il s'agit apparemment d'un mécanisme où les euros fiat déposés sur le compte sont automatiquement convertis en ERCV et placés dans un coffre sur Morpho pour générer des gains. Mais qu'en est-il de la fiscalité si le compte courant est en fait un compte justement en EURCV. Alors ça, c'est la première question d'Armel déjà. Alors, il y a effectivement donc cette offre-là, c'est un peu ça ressemble à ce qu'on décrivait tout à l'heure avec le fait d'essayer de générer du rendement avec Bitcoin. Donc là, Armel a bien compris le principe. Elle va prendre ses euros, on va lui changer dans cet euro C et on va lui mettre sur un protocole qui va lui générer du rendement. Ces 4%-là, ils vont être soumis à deux système d'imposition. La première, c'est que vous avez deux modèles en fait. Alors ça rentre après, bien sûr, la fiscalité, elle est adaptée en fonction à chacun de son modèle. La première, la plus utilisée généralement pour les professionnels du minage, du stacking, c'est le BNC. En France, bénéfices non commerciaux. Donc là, il faut créer une structure et tenir une comptabilité de caisse puisque vous allez pouvoir retirer vos charges, etc., etc. La deuxième, de ce que je vois qui peut être utilisé, ce sont les revenus de capitaux mobiliers. Ces revenus de capitaux mobiliers, ils sont taxés puisqu'ils sont considérés comme des revenus générés à titre gratuit. Le stacking, si vous n'avez pas dépensé votre électricité pour dépenser ça, en fait, vous l'avez acquis gratuitement. Ça va être la première fiscalité qui va être appliquée sur ces revenus de stacking. La deuxième ensuite, ça va être l'évolution du cours de ces revenus. Donc là, on est sur un euro équivalent, donc bon, ça ne va pas beaucoup bouger, mais admettons que ces revenus étaient en Ether, ensuite vous avez la fiscalité de la flat tax en France qui va être en fait la valorisation au moment de la vente des actifs que j'ai générés durant toute cette période. Donc, on revient toujours un petit peu au même truc, rendement-risque. Est-ce que je prends le risque d'aller déposer, admettons, c'est une trésorerie d'entreprise, j'en ai absolument besoin, j'ai 200 000 €, j'investis 50 000 € dans cette trésorerie d'entreprise, parce que je me dis, je vais essayer de battre le livret A qui est à 1,5% pour aller chercher du 4%. Je vais mettre mes 50 000, si ça ne pète pas, encore une fois, parce qu'on voit en France, des fois, ça casse sur certaines trésoreries d'entreprise. Si j'ai pas peur de les perdre déjà, je vais ensuite récupérer 4% sur 50 000,
quelques centaines d'euros, sur lesquels je vais payer des impôts et arriver à 2,5-2,6% net d'impôts. Ça vaut pas le jeu pour moi. Ça vaut pas le coup pour moi. À moins d'avoir des sommes astronomiques et qu'on puisse se permettre de perdre cette grande quantité d'argent, pourquoi pas ? On va aller battre un petit peu le livret A. On bat toujours pas l'inflation. Donc on perd toujours de l'argent sur le temps. Mais bon, voilà, au moins on a testé. Donc si on veut faire ça, je pense qu'il faut y aller progressivement également. Et c'est pareil, 4%, c'était à durée limitée dans le temps. En c'était plus. Pas effectivement toute l'année. Il faut quand même le noter. Merci à tous les deux de ces réponses très intéressantes à ces questions qui nous ont été posées sur notre adresse crypto@bfmbusiness.fr. Merci Morgane Henland, fondatrice de Crypto 360, et Enzo Allo, fondateur de Crypto Patrimoine. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Passez une très bonne journée sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.